Le Zimbabwe, terre de martyrs et de héros, va-t-il survivre à la trahison de ses propres chefs? Imaginez un pays où, ailleurs sur le continent, une nouvelle génération de leaders panafricains fait souffler un vent de renouveau au Sahel. Là-bas, les jeunes osent défier l'ordre établi pour arracher la souveraineté à l'histoire coloniale. Mais ici, au cœur du Zimbabwe, ce n'est pas la liberté qui pousse, mais une peur viscérale. À Harare, le silence n'est pas celui de la paix, c'est celui d'une nation qui retient son souffle sous la poigne de fer de ses libérateurs d'hier, devenus oppresseurs d'aujourd'hui. Récemment, le meurtre de Soka, un jeune militant non armé, a horrifié tous ceux qui portent encore l'espoir d'un Zimbabwe juste. Il n'était ni soldat, ni espion étranger. Il était simplement de ceux qui osent regarder le pouvoir droit dans les yeux et réclamer la liberté promise. Son assassinat, marqué du sceau glacial des services de l'État, a mis en lumière l'impunité d'un régime qui n'hésite plus à abattre sa propre jeunesse pour préserver les privilèges d'une élite vieillissante. Autrefois bouclier protecteur du peuple, l'appareil de sécurité est devenu l'instrument de la répression. Les activistes sont traqués, les voix discordantes écrasées, et la jeunesse se voit offrir un choix impossible: l'exil, la soumission ou le sacrifice ultime. Pendant ce temps, les richesses naturelles du pays sont siphonnées, loin des mains qui les ont défendues au prix du sang. La tragédie, c'est que tout cela se déroule derrière une chape de plomb. Si cette réalité reste cachée, ce n'est pas seulement la justice qui s'effondre, mais la mémoire collective, la souveraineté même d'un peuple qui se retrouve trahi par ses propres libérateurs. Mais faut-il croire que tout est perdu? Ou assistons-nous, sans bruit, à l'ouverture d'une brèche historique? Car sous la surface, une fracture silencieuse se creuse, jusque dans les rangs de l'armée, annonçant peut-être l'aube d'un bouleversement inévitable. Pour comprendre ce qui se joue réellement derrière cette oppression étouffante, revenons sur les racines de ce drame national. Comment un rêve de liberté est-il devenu un cauchemar d'oppression? Le Zimbabwe, jadis célébré comme l'un des grands symboles de la libération africaine, est aujourd'hui l'ombre de lui-même. Revenons un instant en arrière. Il fut un temps où le mot Zimbabwe évoquait l'espoir, la dignité retrouvée et la fierté d'un peuple qui avait renversé l'ordre colonial après une longue et douloureuse lutte. Les anciens combattants de la liberté marchèrent dans les rues, sous les hurrahs, portés par la promesse d'une souveraineté réelle, où chaque citoyen, quel que soit son passé, aurait voix au chapitre. On scandait les slogans de l'indépendance, on rêvait d'une Afrique gouvernée par ses propres enfants, et on croyait que la justice remplacerait la peur. Mais aujourd'hui, ce rêve s'est transformé en une spirale d'oppression. Les héros d'hier, ces libérateurs, se sont mués en gardiens de prison. Leur combat s'est figé. La promesse initiale s'est dissoute dans la confiscation du pouvoir, par une poignée d'élites vieillissantes, barricadées derrière leurs hauts murs, persuadées d'avoir neutralisé toute menace. Le régime actuel ne gouverne plus au nom du peuple, mais pour préserver les privilèges d'un cercle restreint. La richesse nationale? Elle a été privatisée, vendue, parfois même bradée à des intérêts étrangers pour garantir la survie à court terme de cette caste. Les réserves du pays, les diamants, les terres, les industries, tout ce qui devait profiter à la nation est désormais l'apanage d'une minorité intouchable. Et le coût humain dépasse toute statistique. La jeunesse zimbabwéenne, brillante, instruite, se voit forcée à l'exil, errant, diplômée mais dépossédée dans les métropoles du monde. Médecins, ingénieurs, enseignants. Ils bâtissent ailleurs l'avenir qu'on leur a refusé chez eux. Ceux qui restent, prisonniers d'un quotidien d'incertitude, voient leur dignité piétinée par la peur, la faim et la surveillance constante. Car toute dissidence est réprimée, toute voix discordante enfermée, parfois même exécutée. Les vétérans de la guerre d'indépendance eux-mêmes, jadis honorés, se retrouvent arrêtés, emprisonnés pour avoir simplement osé rappeler la promesse de liberté. Même l'acte de se souvenir est devenu un crime. C'est tout un peuple qui se retrouve pris au piège d'un système où la loyauté n'est plus un idéal, mais le prix à payer pour survivre. Le pouvoir se perpétue par le contrôle de l'information, la manipulation de la loi, la mainmise sur l'armée et, plus sournoise encore,
la privatisation de la sécurité d'État. La stratégie de l'élite est limpide, détruire toute possibilité de changement, jusqu'à vouloir supprimer même l'élection directe du président, confisquant ainsi la voix du peuple au profit d'un parlement docile, choisi sur mesure. Derrière l'agenda 2030, il n'y a pas de vision de prospérité, mais bien un coup de force légale, une opération froide pour installer une autocratie permanente et transformer l'État en propriété privée. Si l'on ne retient pas les leçons de cette histoire, c'est toute une génération qui se verra condamnée à fuir ou à se soumettre, perdant ainsi toute chance de renaissance nationale. Il ne s'agit plus seulement de politique. Ce qui se joue, c'est la dignité, l'identité et l'avenir de millions de personnes. Mais au-delà du décor officiel, là où le régime pense tout contrôler, une autre fracture, plus profonde et plus silencieuse, commence à fissurer l'édifice. Une tension nouvelle monte, loin des regards, et menace de bouleverser l'ordre établi. La plus grande menace contre le régime ne vient plus de la rue, mais des casernes. Pendant que les projecteurs sont braqués sur quelques activistes arrêtés ou sur la jeunesse en exil, un duel silencieux se joue au cœur même de la machine d'État. D'un côté, une élite vieillissante s'accroche au pouvoir grâce à l'agenda 2030 de Mnangagwa, ce fameux coup d'État constitutionnel qui, sous prétexte de moderniser le Zimbabwe, n'est rien d'autre qu'une manœuvre pour transférer l'autorité présidentielle à un parlement entièrement sous contrôle. Le processus est habile. Réécrire la Constitution, neutraliser le suffrage universel, ériger des lois sur mesure, puis, dans l'ombre, préparer une purge interne programmée dans 3 mois. Les voix dissidentes, qu'elles soient civiles ou politiques, sont éliminées avec une précision froide, comme si la peur pouvait suffire à étouffer l'histoire. Mais ce que le régime ne veut pas voir, c'est que le vrai danger ne plane plus sur les avenues de Harare, mais sur les bancs de l'état-major, là où la cohésion s'effrite petit à petit. Les généraux à la retraite, rassasiés de concessions minières et d'immunités diplomatiques, ont été achetés, neutralisés. Ils ne sont plus que les gardiens fatigués d'un système qu'ils ne comprennent plus. Cette vieille garde, jadis redoutable, n'est aujourd'hui que le rempart d'un statu quo en décomposition, protégé par les réseaux de renseignements familiaux, les combines et les pots de vin. Mais juste en dessous, dans les rangs des colonels et des brigadiers, la colère gronde. Ces officiers intermédiaires, eux, ne vivent pas dans les villas protégées ni dans les salons dorés. Ils parcourent encore les casernes, croisent les regards vides de leurs soldats, entendent les ventres affamés de leurs propres familles. Eux, ils voient chaque jour la trahison de la souveraineté nationale, la déchéance de l'armée professionnelle, le tissu social déchiré par la corruption. Pour eux, l'agenda 2030 n'est pas une promesse d'avenir, c'est l'avis de décès de l'institution militaire, la preuve vivante que l'uniforme qu'ils portent n'est plus synonyme d'honneur. À mesure que l'élite se barricade dans sa tour d'ivoire, persuadée que l'appareil sécuritaire suffit à la protéger, elle oublie une leçon fondamentale. Le pouvoir ne tient pas dans les lois écrites à la va-vite, ni dans la surveillance permanente, ni même dans la terreur. Il tient dans la loyauté et la conviction de ceux qui, chaque matin, enfilent l'uniforme pour servir la nation. Aujourd'hui, cette loyauté se fissure. La frustration grandit, la honte aussi. Les officiers intermédiaires ne se contenteront pas éternellement du silence. Ils sont placés devant un choix qui hante tous les soldats de pays déchirés. Devenir les instruments muets d'une clique prête à sacrifier la nation, ou redevenir les arbitres de la dignité nationale. L'ironie, c'est que ce ne sont ni les sanctions étrangères, ni les critiques internationales, ni même la diaspora qui menacent le plus le régime. Non, la véritable fracture, celle qui pourrait tout faire basculer, est interne. Elle s'élargit, discrète mais implacable, nourrie par le mépris et la faim, par le sentiment d'avoir été trahi. Les soldats de rang, de plus en plus nombreux à se sentir abandonnés, regardent leur supérieur direct comme leur seul véritable représentant. Lorsque la chaîne de commandement commence à craquer par le milieu, l'histoire a déjà prouvé que le sommet ne tient plus longtemps. Et c'est précisément là que réside le danger. Si cette cassure militaire aboutit, le Zimbabwe risque de connaître un bouleversement d'une violence inouïe, un retour brutal à l'incertitude, au règlement de compte, à la peur. Mais si elle échoue,
alors l'autocratie risque de se sceller pour des générations. Le peuple perdra non seulement sa voix, mais aussi sa dignité, son avenir, sa capacité à rêver d'une nation souveraine. Dès lors, une question s'impose. Quelles seraient alors les conséquences, pour le Zimbabwe et au-delà, d'un tel séisme? Lorsque la pierre angulaire du pouvoir vacille, tout l'édifice peut-il s'effondrer? Voilà la question qui hante Harare, alors que derrière les murs épais des palais, les anciens libérateurs sont désormais assis sur un volcan prêt à exploser. Les élites, confinées dans leur illusion de contrôle, pensent pouvoir dompter le temps, ignorer la colère qui monte et étouffer tout murmure de révolte. Mais ce qu'elles ne voient pas ou refusent d'admettre, c'est que la véritable menace ne vient plus des opposants civils, réduits au silence ou contraints à l'exil, mais du cœur même de l'appareil militaire. Regardez les officiers intermédiaires, les brigadiers, les colonels, ceux qui ne vivent ni dans le confort d'un salon doré, ni sous la coupe directe de la famille présidentielle. Eux, ils arpentent encore les couloirs des casernes. Ils entendent les ventres vides de leurs hommes. Ils voient la lassitude dans les yeux des soldats et la misère qui frappe aussi leur propre famille. Contrairement aux vieux généraux, enrichis et compromis, ces officiers n'ont pas été achetés. Leur loyauté ne va pas à une cabale, mais à l'honneur de l'uniforme et à la nation qui les a vus naître. L'armée du Zimbabwe est aujourd'hui une image fracturée du pays lui-même. D'un côté, une élite qui pense que l'argent et la peur suffisent à acheter l'obéissance, à étouffer toute velléité de contestation. De l'autre, une génération de militaires qui voit la souveraineté nationale abandonnée, la dignité du drapeau piétinée pour satisfaire les intérêts d'une poignée de privilégiés. Ce fossé grandit chaque jour. L'histoire nous enseigne que lorsque le sommet de la pyramide devient trop lourd, trop déconnecté de sa base, c'est le milieu qui finit par céder. Les événements de 2017 furent une correction interne des élites, un simple rééquilibrage d'intérêts. Mais aujourd'hui, les conditions n'ont plus rien à voir. Le trésor public est vide, l'autorité morale a disparu, et même les services de renseignement sont fracturés. Le moment de vérité approche avec les amendements constitutionnels qui s'annoncent, une tentative désespérée de verrouiller le pouvoir pour 3 mois de plus, de graver dans le marbre une succession dynastique. Mais ils oublient que la loyauté ne se décrète pas, qu'elle se mérite. Les soldats chargés de protéger les palais sont aussi ceux qui comptent les jours, prêts à tourner leurs armes contre ceux qui les méprisent. Quand le droit du peuple de choisir est effacé par la loi, il ne reste plus, pour beaucoup, que la loi des armes. Et c'est là que le destin du Zimbabwe prend une dimension régionale et même internationale. Personne ne veut le chaos aux frontières. Les puissances voisines observent, inquiètes mais silencieuses, tandis que les grandes puissances étrangères déroulent le tapis rouge aux élites tant que l'accès aux ressources est garanti. Le silence complice de la communauté internationale est assourdissant. On préfère fermer les yeux sur la souffrance du peuple tant que le sous-sol reste accessible. Ce cynisme, loin d'apporter la stabilité, ne fait qu'alimenter la rage et le sentiment d'abandon, non seulement au Zimbabwe, mais dans toute l'Afrique australe. Alors, quel futur s'ouvre? Un coup d'État silencieux, mené par des officiers qui n'ont plus rien à perdre et tout à protéger. Un effondrement progressif du régime, rongé de l'intérieur par la défiance, la désobéissance, la fuite des capitaux et des cerveaux. Ou une explosion populaire, quand l'armée elle-même refuse de tirer sur son peuple et que la jeunesse descend dans la rue pour réclamer justice. À chaque scénario, ce qui se joue n'est rien de moins que l'intégrité nationale, la capacité d'un peuple à défendre sa souveraineté face à ceux qui veulent la vendre au plus offrant. Car le Zimbabwe, aujourd'hui, n'est pas qu'un drame isolé. Il est devenu le miroir des échecs d'une génération de dirigeants africains et une mise en garde pour tous les peuples de la région. Si la jeunesse, la diaspora, les citoyens ordinaires ne s'emparent pas de la question, alors c'est tout un modèle de dignité et de souveraineté qui risque de s'effondrer. Mais alors, quelles leçons pouvons-nous tirer, nous, citoyens ordinaires, diaspora dispersée, de cette fracture silencieuse qui traverse le pays et l'armée? Face à la trahison, le simple fait de dire « merci » devient un acte de résistance.
Quand un peuple sent que ses anciens héros se sont mués en bourreaux, toute parole de gratitude envers ceux qui continuent, discrètement, de défendre la dignité nationale, prend un sens nouveau. Il ne s'agit plus d'un remerciement banal, mais d'un hommage, d'un fil invisible qui relie la mémoire des martyrs à la volonté de ne pas sombrer dans l'oubli ou la résignation. Posons-nous la question. Combien de voix se sont tues avant d'avoir pu témoigner? Combien de mains levées ont été brisées pour avoir simplement réclamé justice? Reconnaître ces sacrifices, même par un mot dans les commentaires ou un simple partage, c'est déjà opposer à la machine du mensonge une force silencieuse, mais inarrêtable. Et justement, la diaspora joue ici un rôle décisif. Que vous soyez à Johannesburg, à Londres, à Toronto, à Paris ou à Sydney, chaque mot écrit, chaque souvenir partagé, chaque appel lancé depuis l'étranger fait écho à l'histoire profonde de la nation. Les exilés ne sont pas des spectateurs, ils sont les gardiens de la mémoire collective et les sentinelles de l'espoir. Grâce à eux, la voix du Zimbabwe ne meurt jamais. Elle traverse les frontières, tisse des solidarités nouvelles et refuse l'isolement imposé par le régime. Lorsque vous écrivez d'où vous nous regardez, Harare, Bulawayo, Lusaka ou une grande ville de la diaspora, vous ne faites pas qu'affirmer une identité. Vous cartographiez la solidarité mondiale. Les commentaires ici ne sont plus de simples lignes de texte. Ils dessinent une carte vivante de la résistance, une toile où l'indignation se transforme progressivement en action réfléchie et organisée. Ce qui rend la lutte encore plus puissante, c'est l'unité. Pas celle imposée par la peur ou le silence, mais celle qui naît d'un témoignage individuel sincère. Chacun porte en lui une parcelle de vérité à partager. Raconter ce que vous voyez, ce que vous vivez, c'est déjà lutter contre le brouillard de la désinformation. C'est rappeler à ceux qui souffrent qu'ils ne sont pas seuls, que l'obscurité du mensonge finit toujours par se fissurer devant la lumière des témoignages sincères. Or, il ne suffit pas seulement de parler. Il faut aussi soutenir ceux qui prennent le risque de révéler la réalité. Les médias alternatifs, comme cette chaîne, existent parce que des gens comme vous refusent de laisser le récit officiel devenir la seule vérité. En vous abonnant, en partageant, en commentant, vous devenez co-créateur du changement. Ce n'est pas une faveur, c'est un engagement. Celui de faire vivre une plateforme où la parole libre circule, où le débat est possible, et où l'on construit ensemble la voie d'un renouveau. N'oublions jamais que chaque acte de solidarité, si petit soit-il, ébranle les certitudes des oppresseurs. Le régime s'imagine protégé par ses murs de loi et ses alliances avec les puissances étrangères. Mais il oublie que la plus puissante des armes, ce n'est ni la richesse, ni la force brute. C'est la capacité d'un peuple à se reconnaître et à agir ensemble. Si la prise de conscience collective échoue, la spirale de l'oppression s'accentuera, condamnant l'avenir à se refermer comme une prison. Mais chaque mot partagé, chaque acte de solidarité, chaque souvenir honoré, creuse une brèche dans la forteresse du mensonge. Sous la surface, une lueur d'espoir perce déjà. Ce n'est pas la promesse creuse d'un lendemain facile, mais la certitude qu'aucune élite, aussi puissante soit-elle, ne peut longtemps étouffer le souffle d'un peuple debout. C'est dans la solidarité, la mémoire et l'engagement lucide que naît le vrai renouveau. Alors il est temps de clore ce chapitre et de lancer un appel clair à l'engagement. Ce n'est pas la fin du récit, c'est le début de votre rôle dans l'histoire. Le Zimbabwe n'est pas qu'un sujet d'actualité lointain, ou une pièce de théâtre politique où nous serions de simples spectateurs. Ce qui se joue ici, c'est la question fondamentale. Qui raconte notre histoire? Qui décide, finalement, de ce que nous deviendrons en tant que peuple? Regardez au-delà du rideau de propagande et des manœuvres cyniques de l'élite vieillissante. Oui, la pression internationale s'efface, préférant négocier sur le lithium et l'or plutôt que sur la justice ou la vérité. Oui, le silence de Washington est assourdissant. Les calculs froids ont remplacé les discours enflammés sur les droits humains. Mais ce qui importe aujourd'hui, ce n'est pas ce que les puissances étrangères pensent de la crise du Zimbabwe. C'est comment nous, Africains, enfants du continent ou de sa diaspora, répondons à ce moment de vérité.
Laisser ce récit mourir dans le silence, c'est abandonner la dignité de tout un peuple. À l'inverse, s'engager, c'est honorer ceux qui sont tombés, ces jeunes martyrs et ces officiers silencieux, qui, dans l'ombre, rêvent d'un Zimbabwe libre. C'est comprendre que la fracture qui s'ouvre au sein de l'appareil militaire n'est pas qu'un caprice de l'histoire. C'est l'expression d'un besoin vital, celui de chasser la corruption, de réinventer une souveraineté volée. Ce qui est en jeu, ce n'est pas qu'un simple changement de régime. C'est la capacité de chaque Zimbabwéen, et au-delà, de chaque Africain, à réclamer son héritage, à refuser l'amnésie imposée par ceux qui veulent fossiliser le pays dans la peur. Ne croyez pas que la stabilité naîtra d'un nouveau pacte d'élite, dicté par la soif de matières premières. L'histoire n'attend pas les lâches ententes. Elle se forge dans le courage des voix qui refusent le silence. La jeunesse, la diaspora, ceux qui observent de loin, mais vivent la douleur de l'exil. Votre engagement est la prochaine étincelle. S'abstenir, c'est laisser la vérité s'éteindre. Mais agir, en partageant l'histoire, en soutenant les voix libres, en s'engageant à défendre la dignité africaine, c'est préparer la récolte d'une génération qui mérite mieux. Alors, ce que vous faites après cette vidéo compte. Ce n'est pas juste une affaire de clics, c'est votre signature sur la page encore blanche de l'avenir africain. Refusez la résignation, refusez la trahison. Soyez le relais de ce qui commence ici, car la souveraineté n'est pas un slogan, c'est une lutte quotidienne, un devoir envers ceux qui viendront après nous. Ce chapitre se referme, mais l'histoire continue, et cette fois, la plume est entre vos mains.